président Moussa Dadis Camara est dans un état d'esprit très réconfortant. Il est à l'aise, il est vraiment serein par rapport à tout ce qui a été développé pendant 15 jours de comparution. J'ai vu un monsieur très libre, très réjouissant, les sourires aux lèvres par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a le sentiment d'avoir accompli un devoir en fait vis-à-vis du peuple de Guinée, étant le premier chef d'État guinéen à comparaître devant une juridiction de son pays, ce qui est pour lui en fait une fierté. Il voulait livrer sa part de vérité devant les juges guinéens, donc le tribunal criminel qui est composé des fils de la Guinée, donc des jeunes magistrats. Il a voulu le faire, il l'a fait, donc il a un sentiment en fait de satisfaction, un sentiment de s'être libéré en fait de quelque chose qui pesait sur lui, à savoir sa part de vérité dans les événements qui se sont produits au stade du 28 septembre pendant qu'il était président de la transition. Voilà, dites-nous comment pouvez-vous résumer sa déposition? Je résume sa déposition en fondamentalement deux points. Parce que dans un premier temps, il a essayé de montrer au tribunal quel genre de personne il était, son personnage, son passé, pour savoir que ce n'était pas un homme violent, il ne l'a jamais été. Il est impulsif, certes, mais il n'a jamais été un homme violent. Il a été celui qui a été présent aux côtés des siens ou de toute personne également qui l'entoure. Il a parlé également de son lien avec l'ancien président Jean Lansana Conté pour dire que les événements qui ont précédé la prise de pouvoir par le CNDD. Il a expliqué également ce qui s'est passé le 28 septembre. Il n'était pas présent en Guinée, à Conakry. Il est rentré dans la nuit du 27. Il a été informé que l'événement va avoir lieu. Il a essayé de joindre les leaders politiques qui n'ont pas voulu coopérer à cela. Donc, il a demandé sur le conseil d'autres personnes qui l'entouraient à ce que la manifestation ait lieu. Ça, c'était dans la nuit. Et il a dit qu'il a voulu se rendre au stade, mais il en a été empêché. Et après, il a appris qu'il y a eu des événements qui se sont passés au stade qui sont regrettables. Et pour ça, il a pris un certain nombre de mesures, à savoir la création d'une commission nationale d'enquête et faciliter la mise en place de la commission internationale d'enquête afin d'arrêter les auteurs. Malheureusement, au cours de ces investigations, il a reçu une balle dans la tête qui lui a empêché éventuellement de s'occuper de ce qu'il devait faire. Et le deuxième point, il a rejeté les faits qui lui ont reprochés parce qu'il est poursuivi pour des faits de complicité. Complicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a participé en connaissance de cause à la commission des infractions d'assassinat qui lui sont reprochées, ou de viol, ainsi que de pillage, de séquestration, de torture des personnes. Donc il dit que lui, il n'a ni donné des ordres à quelqu'un de le faire, il n'a pas donné les moyens de commettre ces infractions-là, et personne, en tout cas, des personnes qui sont supposées être les auteurs de ces infractions, dont ces co-accusés, ont tous déclaré à la part que ce n'est pas lui qui les a envoyés au stade et qu'il n'a les a donné aucun moyen de commettre une quelconque infraction. Étant entendu que ces personnes-là même nient en bloc les faits qui leur sont reprochés. Donc, au cours de l'audience, il n'a pas été démontré ni par le parquet ni par la partie civile qu'il y a des preuves au minimum, ou même un commencement de preuves qui pourrait permettre au tribunal d'entrer en condamnation du président Moussa Dadis Camara. Et je pense que nous pensons qu'à cette allure du procès, nous obtiendrons un acquittement à la Babou. Le président Dadis a ses raisons. Il a ses raisons de développer les arguments qu'il lui faut, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il a mis l'accent sur le fait que lui-même il n'a pas été au stade et il n'a pas envoyé quelqu'un au stade, donc c'est évident. Et Tomba lui-même affirme que le président Dadis ne lui a pas envoyé au stade, donc ça c'est évident. Alors, de rejeter la responsabilité de quelqu'un, il peut y avoir ses soupçons à lui. C'est tout à fait légitime que le président Dadis puisse estimer que telle ou telle personne
sont impliqués dans les faits compte tenu de la nature des relations qu'il avait avec ces personnes-là, compte tenu du contexte. Le cas du général Ségouba Konaté, il a rappelé plusieurs fois, ce dernier n'était pas Conakry le jour de l'événement, il a quitté le jour de l'événement, il est venu le soir. Donc il a estimé que la personne, lui, pourrait être impliqué, et suivant les agissements de ce dernier. Et n'oubliez pas que l'ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal criminel fait cas, mentionne clairement le nom de général Ségouba Konaté dans cette procédure-là. Malheureusement, après 13 ans d'instruction, il n'a jamais été entendu, même en qualité de témoin dans cette procédure. Pourquoi? Alors qu'il était le ministre de la Défense du président Dadis. Si vous remarquez, au cours de l'interrogatoire, toutes les questions qui ont été posées lui ont été posées parce qu'il était président de la République. Même des questions d'autopsie qui relèvent des questions des OPJ ou des procureurs, des médecins légistes, ces questions ont été posées au président Dadis. Même des questions relatives à la gestion des corps ont été posées parce qu'il était président de la République. Et pourquoi le ministre de la Défense n'a jamais été même entendu, même en qualité de témoin simplement? Vous savez, le crime n'est pas parfait. L'ordonnance de renvoi cite son nom comme étant celui qui faisait partie des distributeurs d'armes. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il comparaisse, pour qu'il puisse au moins livrer sa part de vérité dans cette procédure. Et deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi le soutien que Toumba apporte à la général Ségouba Konaté dans le cadre de ce procès. C'est incompréhensible. Et lui-même, il a dit dans son PV, devant le juge d'instruction, que le général Konaté devrait s'expliquer. Parce que ce n'était pas logique que ce dernier ne soit pas présent à connaître le jour de l'événement. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Poser comme acte. Lorsqu'on dit qu'il y a des 57 corps qui existaient dans les camions, et que ces camions auraient été stationnés dans le domicile de feu, je viens de se raconter, puis au camp Samori. Mais le ministre de la Défense, c'est qui? C'est Jean Ségouba Konaté. Si cela a été fait, il devrait savoir exactement ce qu'on en a fait. Moi, je pense qu'il n'a pas démissionné à l'époque des faits. Donc, normalement, il est resté en fonction jusqu'à ce qu'on tisse sur le président Dadis. Donc, il y a des informations forcément qu'il doit avoir et que les victimes, le peuple de Guinée doit savoir. Je pense que ce procès dépasse la personne du président Dadis ainsi que des personnes qui s'est co-accusées. Mais ça concerne tout le peuple de Guinée. On a le droit de savoir ce qui s'est passé. Non, l'accassement du président Dadis s'explique par la nature des questions posées par certains confrères et également le contenu des messages qu'on envoyait en fait. Vous voyez des fois qu'on ne s'intéresse pas aux faits réels parce qu'il est poursuivi pour des faits de complicité, mais on s'intéressait à ce qu'il a été, quel genre de président il a été. On voulait faire plutôt le procès de sa gouvernance au lieu de faire le procès des événements du 28 septembre. Donc c'est normal que le président Dadis puisse pouvoir recadrer les choses dans les faits réels. Il ne s'agit pas d'un procès du CNDD, ce n'est pas un procès de la gouvernance du président Dadis, mais c'est un procès des événements du 28 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Quel rôle il a joué ainsi que ses co-accusés? Il a voulu que le débat soit centré à ce niveau, et ceux qui sortaient de ce cadre-là pour s'attaquer à sa personne, c'était un être humain comme tout le monde, non? Il réagissait à ça et de façon très légitime. Il appartient à la partie civile de démontrer que le président Dadis a fait une responsabilité de commandement. Je rappelle déjà que cette procédure-là a été instruite sur la base d'abord, dans un premier temps, de la responsabilité de commandement. Mais puisque le texte de la CPI n'avait pas été internalisé, donc l'article 28 du statut de Rome ne pouvait pas s'appliquer dans le cadre de cette procédure-là, étant entendu que le jugement se tient en République de Guinée suivant les dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal. Donc, la partie civile a toujours été contre cette situation. Ils ont toujours voulu qu'il y ait, qu'on retienne la responsabilité de commandement. Mais les juges d'instruction ont estimé qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité de commandement, il s'agit d'un fait de complicité. Donc, on n'est plus à ce stade-là parce qu'il y a un arrêt de la chambre pénale de la Cour suprême qui a requalifié les faits en complicité au lieu de responsabilité de commandement. Donc nous, aujourd'hui, le débat est centré sur effectivement les faits de complicité. S'ils n'ont pas des preuves de complicité ou de la constitution des faits de complicité à l'égard de notre client,
Je pense qu'ils n'iront pas chercher ailleurs et ne permettront pas que les débats soient désorientés vers une quelconque qualification que des faits de complicité. Donc la responsabilité morale, en fait, il faut comprendre. C'est comme si vous avez un enfant qui peut-être commet des infractions. On peut dire, ok, vous êtes moralement parce qu'il est sous votre responsabilité, mais ça ne veut pas dire que vous êtes pénalement responsable. Le président l'a rappelé, la responsabilité pénale est personnelle. Donc c'est tout à fait logique. Et il a dit, la question de pardon, il dit, mais si vous dites que mon enfant a fait quelque chose, il faudrait qu'on s'assure à travers des preuves à l'appui qu'il a fait quelque chose. En ce moment-là, je vais demander pardon, je vais jouer mon rôle. Il a toujours dit qu'on ne peut pas y avoir pardon sans justice et il ne peut pas y avoir justice tant que la vérité n'a pas été dite. Donc moralement, peut-être, mais pas pénalement responsable des faits qui lui sont reprochés. La question des preuves dans le procès pénal, il y a deux choses. Premièrement, l'existence des dites preuves. Deuxièmement, la recevabilité des preuves. Je l'ai dit la dernière fois dans le cadre de mon interrogatoire. Alors, nous sommes convaincus d'une chose. Le dossier a été instruit pendant 13 ans. Il n'existe aujourd'hui aucune pièce à ce stade de la procédure et atteste que le président était au stade. Alors, ce qu'on n'a pas pu faire à l'instruction, je pense que le temps n'est pas... On n'a pas pu chercher pendant 13 ans, c'est pas maintenant qu'on va fabriquer. Donc nous, on n'est pas inquiet par rapport à cela. Nous attendons impatiemment ces prétendues preuves-là. Nous les discuterons devant le tribunal criminel. Nous donnerons notre position sur ce. Vous savez, la coïncidence est possible. La personne qui a parlé dans ses audios et dit qu'il a donné ces informations à M. Poliumba. Donc ça veut dire que, en fait, ce n'est pas les informations données par M. Poliumba qui ont été confirmées. C'est lui qui a donné ces prétendues informations à M. Poliumba. C'est celui-là qui a parlé. Alors, il y a deux observations à faire. Je pense qu'on doit prendre les Guinéens au sérieux et le tribunal criminel au sérieux. Vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les audios, n'importe qui peut parler. J'aurais compris que la personne puisse se présenter à visage découvert parce que la personne se dit d'abord agent secret. Donc, ce qui est secret n'est pas dévoilé, n'est pas à dévoiler. Donc, si vous donnez votre identité, on doit savoir qui vous êtes. Vous savez, il est très facile de savoir qui a appartenu ou pas au service secret de l'État guinéen au moment des faits. Donc, nous attendons à ce que ceux qui font des audios comparaissent devant le tribunal correctionnel, et criminel du moins. Lorsqu'ils comparaîtront, ils nous trouveront sur leur chemin. Ils nous diront d'où ils sortent leurs prétendues preuves là. Nous discuterons devant le tribunal. De ce point de vue-là, nous n'avons aucune inquiétude. L'attitude des avocats de Toumba, notamment le doyen Poliumba, n'est d'abord pas professionnelle. Vous savez, un avocat, lorsqu'il doit s'exprimer dans le cadre d'une procédure à l'égard d'une personne, il doit le faire en toute courtoisie et en toute modestie. Ça, c'est ce qui caractérise un avocat dans le langage et dans tout ce qu'il emploie, dans ses faits et gestes. Donc nous estimons que le fait d'être hargneux, ils prennent la procédure dans la passion en fait. Alors que c'est un dossier comme tous les autres dossiers, en 3 mois en ce qui me concerne, c'est une procédure comme toutes les autres procédures. Et il n'y a pas de particularité. Voilà, on ne réinvente pas le droit. Les infractions qui sont poursuivies devant le tribunal criminel sont des infractions qui sont dans le code pénal. La procédure qui s'applique là-bas, c'est celle qui figure dans le code de procédure pénale. Donc on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas faire comme si c'est une procédure spécifique. Donc nous ne le faisons pas dans la passion. Nous ne nous attaquons pas à la personne de Toumba, si vous avez remarqué dans toutes nos communications. Nous sommes là-bas pour défendre notre client et qui ont envoyé, si Toumba accuse un accusé, il est le tour du roi de l'accusé de se défendre. C'est ce que nous faisons. La prochaine étape, puisqu'il y a 2 autres accusés qui doivent comparaître, donc après cela, je crois il arrivera la phase des confrontations pour pouvoir des contradictions qu'il y a entre les différents accusés.
à la barre, à la suite de quoi les témoins comparaîtront pour que nous leur posions des questions et éventuellement les parties civiles, les personnes qui se disent être victimes au stade viendront expliquer ce qu'elles ont vécu et nous leur poserons des questions à tour de rôle tel que ce fut le cas des accusés. Après, le tribunal va discuter des différentes preuves et puis en fin de compte, ce sera la phase des réquisitions et de plaidoirie des avocats, à la suite de quoi le tribunal va prendre sa décision. Comment ça se prépare, ces différentes étapes? Vous savez, le procès pénal, en fait, on le prépare tous les jours. Nous avons tous avancé déjà dans la préparation de nos plaidoiries et nous pensons que ça sera assez intéressant pour le peuple de Guinée parce que ce procès est avant tout un procès pédagogique.